Bonjour à tous, et bienvenue à ce premier épisode d'E le Cinécita, une émission qui abordera le cinéma à travers son histoire, ses courants esthétiques, ses grilles de lecture, ses codes et leurs transgressions, bref, à travers ces millions de petits détails qui, assemblés un à un, finissent par composer cette chose aussi improbable que fabuleuse qu'on appelle un film. À ce titre, et en guise d'introduction à la chaîne, j'ai choisi d'aborder un sujet liant à la fois une période et deux réalisateurs qui me sont extrêmement chers et dont vous venez de lire l'intitulé un brin provocateur, Sergio Leone, l'homme qui plagia Kurosawa. Tout d'abord, et avant d'aborder le vif du sujet, qu'il me soit permis de vous dire que si vous espérez voir ici le déroulé intégral de rébarbatives actions juridiques ou des ragots croustillants sur la face sombre des plus grands auteurs du 7e art, eh bien vous pouvez d'ores et déjà passer votre chemin. Ce qui nous intéressera ici, d'un bout à l'autre de la chronique, c'est avant tout la question de l'art, son histoire, sa gestation, ses tribulations, ses influences, ses messages, mais pas les anecdotes avec un tout petit A sur la vie méconnue de la sœur cachée de Greta Garbo, ou sur l'incroyable acquisition d'un bouchon de radiateur par Ingmar Bergman lors de l'été 73. Ici, que cela soit dit une dernière fois, on parlera avant toute chose de cinéma moteur. Avant de nous intéresser à ce terme déjà ô combien polémique de plagiat, prenons d'abord le temps de nous pencher sur les deux réalisateurs dont il est question ici, et dont tout le monde ne connaît pas nécessairement le parcours, la filmographie, voire même tout simplement le nom. Sergio Leone, tout d'abord, est un réalisateur italien mondialement célèbre de nos jours, avant tout pour ses westerns inscrits dans un genre que l'on a qualifié d'abord péjorativement, puis de manière beaucoup plus neutre aujourd'hui, de western spaghetti. Un nom attribué simplement parce que les westerns en question étaient issus des studios italiens. Racisme ordinaire, bonjour. Si un acteur tel que Clint Eastwood est désormais connu dans le monde entier, c'est grâce à Sergio Leone. Si tous les cinéphiles connaissent le visage si caractéristique de Lee Van Cleef, c'est encore grâce à lui, et si toute la conception contemporaine entourant ce à quoi doit ressembler une musique de western englobe aujourd'hui des trompettes mexicaines, des airs d'harmonica, des cris d'animaux ou encore une guitare Stratocaster, c'est grâce à sa collaboration désormais légendaire avec un compositeur du nom d'Ennio Morricone. Oui, western est un mot qui collera définitivement à la peau de Sergio Leone dans toutes ses biographies, malgré le fait que 3 de ses films n'en soient pas. Malgré tout, Sergio Leone a tant contribué à redéfinir un genre jusqu'alors purement américano-américain qu'on comprendra aisément qu'encore aujourd'hui, à la simple évocation de son nom, vous pensiez immédiatement à ça. Akira Kurosawa, lui, est un réalisateur japonais ayant commencé à œuvrer dès la Seconde Guerre mondiale. Auteur d'une production vertigineuse englobant pas moins d'une trentaine de films, parmi lesquels on citera, pour les plus célèbres, Les 7 Samouraïs ou Kagemusha, pour lequel il reçut la Palme d'Or en 1980, on le considère aujourd'hui comme un des cinéastes les plus influents de toute l'histoire du 7e art. Au rang des réalisateurs à avoir été durablement inspirés par son œuvre, on pourra citer George Lucas, qui n'aura jamais caché s'être inspiré de La Forteresse cachée pour écrire les grandes lignes de La Guerre des Étoiles, Steven Spielberg ou encore Francis Ford Coppola. Ces 3 hommes l'aideront d'ailleurs à financer une partie de ses derniers films au cours des années 80 et 90. De tous les cinéastes japonais, il reste sans conteste aujourd'hui le plus célèbre, et certains de ses films, dont celui qui aura contribué à le faire connaître en Occident, Rashomon, sont aujourd'hui encore régulièrement cités comme des sources d'inspiration majeures par des réalisateurs de toute la planète. Un coup d'œil exhaustif sur la filmographie d'Akira Kurosawa vous confirmera que, pour des raisons culturelles assez évidentes, et particulièrement dans le Japon d'après-guerre, on n'y trouve aucun western. Rien, pas une bribe. Partant de ce constat, comment Sergio Leone aurait-il pu plagier un des films du maître japonais pour réaliser pour une poignée de dollars ? Avant de répondre à cette question, laissez-moi vous raconter une histoire.
C'est l'histoire d'un homme solitaire, taciturne, qui arrive un jour dans ce qui ressemble à un village tranquille, mais qui s'avère rapidement être à la fois l'enjeu et le champ de bataille de deux clans rivaux. Notre héros, plutôt que de prendre parti, se place en observateur du conflit en cours, manipule à sa convenance chacun des deux camps pour son propre intérêt, $500. jusqu'à ce que son petit jeu soit découvert. Passé à tabac, à peine vivant, il réussit à prendre la fuite. Mais les bandits retiennent et torturent l'homme qui avait choisi de le cacher, jusqu'à ce que le héros ne réapparaisse pour les confronter lors de l'affrontement final. Vous avez reconnu le film ? À tous ceux qui viennent de répondre en chœur pour une poignée de dollars après avoir vu les images, eh bien vous avez perdu. Ce film dont je viens de vous raconter le synopsis, c'est Yojimbo, parfois sous-titré en France Le garde du corps, et réalisé par Akira Kurosawa en 1961, soit 3 ans avant que ne soit tourné pour une poignée de dollars. Surprenant ? A priori, oui. On a beaucoup de mal à imaginer un grand artiste comme Sergio Leone, un réalisateur majeur ayant redéfini pratiquement à lui seul les codes d'un genre, au point que son nom parvienne même parfois aujourd'hui à éclipser ceux de monuments comme John Ford ou Sam Peckinpah, s'abaisser à aller plagier un maître aussi reconnu que Kurosawa lui-même. Alors, posons enfin la question. Pour une poignée de dollars, est-il oui ou non un plagiat de Yojimbo ? Soyons honnêtes. Si la version officielle, suite au procès perdu par Sergio Leone en 66, parle aujourd'hui de remake, une simple vision croisée des deux films suffit à confirmer l'impensable. Pour une poignée de dollars est un calque, une copie parfois reprise plan par plan de Yojimbo. Et se dessinent alors immédiatement deux questions. Premièrement, comment Sergio Leone a-t-il pu choisir de reprendre ainsi une œuvre d'Akira Kurosawa pour en faire son premier western et accessoirement son premier succès commercial ? Et deuxièmement, comment imaginer qu'un genre de film, a priori aussi intrinsèquement japonais que le Zankoku Eiga, ou le film de samouraï, ait pu ainsi être adapté en un genre intrinsèquement américain, lui, qu'est le western ? Pour répondre à la première question, il pourrait être intéressant de comprendre ce qu'était le cinéma italien au début des années 60. À cette époque, on touche à la fin d'un âge d'or pour Cinecittà et le cinéma bis italien. Pour ceux d'entre vous qui se poseraient la question, ce qu'on appelle le cinéma bis correspond à un cinéma populaire, généralement tourné avec des budgets infiniment plus faibles que ceux des majors américaines, et qui surfait sur les grands succès commerciaux de l'époque pour en offrir des succès d'année reposant sur les mêmes recettes, à une époque où le marché vidéo n'existait pas, et où la télévision commençait à peine à représenter une alternative. Autant vous dire que la photocopieuse tournait à plein régime, et que le plagiat, justement, était alors monnaie courante. Il faut bien comprendre que l'objectif, à l'époque, était de travestir des productions transalpines fauchées pour les faire passer pour des œuvres capables de rivaliser avec les derniers blockbusters, la méthode conventionnée étant de recruter une vieille gloire hollywoodienne pour faire figure de tête d'affiche et compléter ainsi l'illusion. Ou bien de dissimuler tout le casting italien, naturellement, derrière des noms à la sonorité un peu plus anglo-saxonne. J'en veux pour preuve que la plupart d'entre vous doivent très certainement mieux connaître Mario Girotti ou Carlo Pedelsoli sous leur pseudonyme américanisé de Terence Hill et Bud Spencer. Bref, comme on peut le voir, la culture du plagiat était alors pratiquement institutionnalisée en Italie, comme elle l'a pu l'être à d'autres époques, à Bollywood ou en Turquie, et les amateurs de nanars improbables auront probablement des exemples par dizaines. Attention, le but ici n'est pas d'exonérer Sergio Leone de quoi que ce soit, et ça tombe bien car j'en ai pas le pouvoir, mais bien d'inscrire sa démarche, si frauduleuse soit-elle, dans une norme parfaitement assumée à l'époque. Revenons en 1964 justement. Sergio Leone est alors un réalisateur relativement méconnu en Italie, à l'aura internationale inexistante, qui s'apprête à entamer le tournage de son troisième film, pour une poignée de dollars, avec un budget rachitique qui ne lui a pas permis d'embaucher la tête d'affiche américaine qu'il espérait de ses vœux. Il se raconte que ce modeste acteur ayant tourné dans Rawhide, un certain Clint Eastwood, n'aurait obtenu le rôle principal du film que parce que Richard Harrison l'avait refusé et aurait lui-même recommandé ce quasi inconnu pour le simple motif qu'il était bon cavalier. Bon. Mais même en admettant que le plagiat soit à l'époque une pratique courante au sein du cinéma bis,
La logique aurait plutôt commandé que Sergio Leone aille puiser son inspiration au sein des monuments hollywoodiens, surtout pour un genre aussi profondément américain que le western. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est précisément qu'il ait choisi de s'inspirer du Japon, pour un western. Pourtant, à première vue, les passerelles sont rares. Certes, les deux films se passent au XIXe siècle, mais en dehors de cela, où trouver le lien entre ce mercenaire à cheval qui vient faire parler la poudre à la frontière du Texas et ce Ronin, le sabre au côté, dans un Japon de l'ère Meiji, où les conflits se règlent à l'arme blanche et où la seule arme à feu du film fait figure d'exception culturelle. Oui, mais... Observons un instant Toshiro Mifune, qui incarne le personnage principal de Yojimbo. Intéressons-nous à son comportement. Arrivé dans une ville en proie au chaos, il commence par se placer en simple observateur. Là où un héros classique n'aurait probablement pour seule hâte que de s'interposer entre les deux clans rivaux pour les ramener à la raison et faire régner la justice, notre Ronin cherche au contraire à en tirer profit, monte les guerriers les uns contre les autres pour les affaiblir et, loin de triompher par ses simples ruses, se fait prendre et passer à tabac, prouvant par là même qu'il est faillible. Quant à son combat final, il est ambigu. Est-il placé sous le signe de la justice ou simplement de la vengeance? On trouve là à bien des niveaux toutes les caractéristiques du héros moderne, imparfait, trouble, composant avec son époque sans chercher à s'en extraire pour se placer automatiquement en juge. Il est guidé plus par la force d'esprit que par celle de valeurs morales. Clint Eastwood n'agit pas autrement pour une poignée de dollars. Confronté à la violence et à l'injustice dès les premières minutes, il n'intervient pas. Il observe, il cherche à comprendre sa place. On pourrait tout à fait placer chaque personnage dans l'univers de l'autre. Différence culturelle ou pas, la vérité est qu'ils correspondent au même archétype et que cette constatation pourrait d'ailleurs s'appliquer au récit dans son entier. Parce qu'au fond, de quoi traitent ces deux films? S'agit-il réellement d'un film sur le Japon et d'un film sur l'Amérique? J'imagine que c'est ce qu'on peut choisir d'y voir. Mais ne serait-il pas au moins aussi intéressant d'identifier les thèmes communs? Car dès que l'on s'y attelle, on découvre alors quelques-unes des questions essentielles que toutes les cultures humaines ont pu considérer. L'individu face à la multiplicité du groupe, le nécessaire respect des lois face à leur nécessaire subversion, et l'indispensable exceptionnalité à la base de la norme. Et je crois même que c'est ce que Sergio Leone cherchait à exprimer lorsqu'il disait « Agamemnon, Ajax, Hector sont les archétypes des cow-boys d'hier, égocentriques, indépendants, héroïques, fripouilles, et tout ça en grand à des dimensions mythiques. » En un mot, les héros et les récits épiques transcendent les époques et les cultures parce que les questions qu'ils véhiculent sont toujours au cœur de la condition humaine. J'en arrive dorénavant à la dernière partie de cette vidéo introductive. Et puisque j'ai fait le choix de la provocation en associant immédiatement l'immense réalisateur qu'est Sergio Leone à une thématique aussi infamante que celle du plagiat, voici mon avis personnel sur la question. Pour ceux qui s'arracheraient les cheveux à l'idée qu'un réalisateur appelé à devenir un cinéaste majeur comme Sergio Leone ait pu s'abaisser et aller ainsi reprendre pratiquement plan par plan le travail de quelqu'un d'autre, je pense qu'il est important de placer dès maintenant plusieurs choses. La première, c'est que le statut de plagiaire de Leone ne s'applique qu'à un seul film. Dès le tournage de Pour quelques dollars de plus, c'est bien à l'œuvre d'un auteur à part entière que nous sommes confrontés. Un auteur qui aura tiré des enseignements de son plagiat, au point d'en reproduire certains gimmicks, comme l'emploi de la boîte à musique ou le rapport maître-élève qui unit les deux personnages joués par Clint Eastwood et Lee Van Cleef. En fait, tous ceux parmi vous qui auront dessiné, composé, sculpté, filmé ou même écrit un jour le savent déjà, l'une des premières écoles de l'apprentissage a un nom, et ce nom est la copie. Ce que nous montre l'exemple de Sergio Leone, c'est peut-être tout simplement qu'il est nécessaire de copier pour être et devenir un créateur. Parce que la création doit nécessairement emprunter des répertoires de mise en forme, ou une grammaire si vous préférez, dans laquelle s'exprimer. Il faut d'abord être autre pour devenir soi-même. Et cela est vrai à l'échelle culturelle. Prenez l'exemple du western spaghetti. Il s'agit de films italiens, singeant un genre américain, et dans le cas de Leone ou des 7 mercenaires de Sturges, en se nourrissant de codes japonais.
Et Akira Kurosawa lui-même a puisé une partie de son inspiration du cinéma occidental et a même été critiqué dans son pays pour cela. Certaines de ses œuvres majeures ne sont-elles pas des adaptations de Shakespeare ? Et si la vérité était tout simplement que les cinémas américains, italiens, japonais, russes, français, allemands se sont continuellement empruntés les uns aux autres pour se nourrir mutuellement des apports de chacun et participer ainsi à cette grammaire universelle qu'est le langage cinématographique. Léon s'en est nourri à sa façon, mais il a su l'enrichir en retour. La langue intégralement américaine qu'était le western a évolué à son contact pour prendre des accents latins. Tous les codes développés par lui sous de multiples influences dont celle de Kurosawa sont désormais partie intégrante de cette grammaire enrichie du western. Une langue qu'il a dû apprendre à parler en empruntant les mots des autres. Merci pour votre écoute et à très bientôt.